Bonjour François Asselineau. Qu'y a-t-il de nouveau sur le front russe? Sur le front russe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a c'est presque c'est un peu un détail, c'est pas tout à fait un détail quand même. C'est que l'inénarrable Nicolas Sarkozy s'est rendu récemment à Moscou pour être reçu par Vladimir Poutine et pour dire que finalement la Russie c'est un très très grand pays. Donc M. Sarkozy progresse dans sa connaissance de la géographie, qu'il était difficile de mettre de côté la Russie en matière militaire. Donc M. Sarkozy progresse en matière de géopolitique. Et que donc il fallait que l'Europe adopte une autre politique que celle qu'elle avait adoptée. Il prouve que M. Sarkozy progresse dans la finesse diplomatique. Sans rire, ce voyage apparaît comme un hommage du vice à la vertu. Monsieur Sarkozy, voici 1 an et demi, était vent debout pour prendre des sanctions à l'égard de la Russie. Enfin, à ses yeux, François Hollande lambinait. Il fallait aller plus vite que la musique. Et puis maintenant, Monsieur Sarkozy a fait un virage à 180 degrés pour dire exactement le contraire. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement? C'est moins sur la Russie que sur Monsieur Sarkozy et que sur la classe politique française de façon générale. En fait, M. Sarkozy, c'est quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un qui, d'abord, il l'a prouvé quand il était à la tête de la France. Il a dégradé, il a sali l'image de la France d'une façon considérable, à commencer par son attitude. Je rappelle les propos de Chartier, le langage de Chartier qu'il a eu lors d'une visite à je ne sais plus quel salon où il s'est permis d'insulter un visiteur. Voilà, Monsieur Sarkozy n'avait pas qu'un langage de Chartier. Il a également pris des décisions qui ont plongé la France en fait dans la soumission la plus complète aux États-Unis. Il a fait rentrer la France complètement dans l'OTAN. Il a fait que la France est intervenue militairement et illégalement en Libye, etc., etc. Bien. Enfin bien. Mal. Et maintenant, après ça, il a donné des leçons à son successeur, comme quoi il fallait prendre des mesures de rétorsion contre la Russie, puis maintenant il fait machine arrière. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme, c'est un bouchon sur l'océan. C'est rien, en fait. C'est une créature de marketing. M. Sarkozy serait sans doute prêt à vendre père et mère pour avoir des fonctions, pour avoir une Rolex, là, le truc qui, paraît-il, est le critérium de la vie réussie. Voilà. Au passage, d'ailleurs, on a vu, il y a eu un livre très méchant qui est sorti, qui a été rédigé par Berlusconi, l'ancien président du Conseil italien, et qui a réglé son compte à Nicolas Sarkozy d'une façon absolument terrifiante, parce qu'il a décrit l'ancien président de la République française sous des traits qui sont extrêmement peu flatteurs, mais criants de vérité. Il nous a expliqué en gros que Nicolas Sarkozy, c'était un homme à l'intelligence finalement relativement limitée et qui était surtout intéressé par l'argent, de telle sorte que lorsque, d'après Berlusconi, il a écrit ça noir sur blanc, lorsque Nicolas Sarkozy s'est marié avec Carla Bruni, la première chose qu'il aurait faite et dite lors d'un sommet européen à Berlusconi, lui aurait dit « Tu vois, maintenant que je suis marié avec Carla Bruni, je suis aussi riche que toi ». Ça montre l'élévation d'esprit, la pensée, la noblesse d'âme de ce monsieur et les sentiments profonds qu'il porte à son épousée. En attendant, eh bien, ce monsieur, donc Sarkozy, a compris qu'en fait, il y a une majorité probablement de Français qui quand même commencent à être scandalisés de l'attitude de la France vis-à-vis de la Russie. Et donc, il a vu le coup politique, voilà. Donc, d'un seul coup, il s'est mis à aller là-dedans. Alors, c'est amusant parce qu'en fait, il y a une répartition des rôles. J'ai vu que monsieur Juppé, ce repris de justice qui prétend être le prochain président de la République, que monsieur Juppé s'est démarqué de Nicolas Sarkozy en se pinçant le nez, parce que monsieur Juppé n'a pas son pareil pour prendre des allures comme ça de donneur de leçons de morale, une espèce d'arbitre des élégances diplomatiques. Donc il faudrait être complètement aligné sur les États-Unis. En fait, M. Juppé était quelqu'un, c'est un
je pèse mes mots, c'est quelqu'un de très dangereux, M. Juppé. Je le connais d'ailleurs, je l'avais vu en fonction. J'aurai l'occasion sans doute dans les semaines, les mois et les semestres qui viennent de m'exprimer là-dessus. M. Juppé est quelqu'un de très dangereux. Et c'est quelqu'un qui sait très bien où est son intérêt personnel et qui serait prêt lui aussi à vendre père et mère pour pouvoir être président de la République française. Voilà. En l'espèce, il est prêt à laisser tomber tout ce qu'a été la République française pour simplement complaire aux dirigeants américains afin d'avoir table ouverte dans les grands médias, des sondages qui vont nous montrer que pour le peuple français, Alain Juppé est le sauveur de la France, enfin des racontards comme ça qui seront là pour le propulser. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Retour à la case Russie. Heureusement, la Russie, les activités diplomatiques de la Russie ne se limitent pas à recevoir Nicolas Sarkozy. Ça donnerait une image un peu diminuée de Vladimir Poutine. En réalité, la Russie s'est imposée maintenant au Moyen-Orient comme étant vraiment l'un des acteurs absolument majeurs. Vous avez d'ailleurs remarqué sans doute que dans la presse, on parle beaucoup moins de la Syrie. On parle également moins du prétendu État islamique. On a l'impression que d'un seul coup, les donneurs d'ordre occidentaux ont dit « Ouh là là, faisons passer ce sujet en deuxième, troisième, quatrième ou cinquième rang de l'actualité, parce que tout ceci, on est en train de perdre la face. » Alors il y a quand même un truc qui se passe en ce moment même, c'est que les Américains ont décidé, dans leur grande sagesse, avec l'OTAN, de lancer une grande opération d'essais militaires dans le cadre de l'OTAN, de faire en Méditerranée, avec l'Espagne et l'Italie, de faire des grandes manœuvres comme il n'y en avait jamais eu depuis l'effondrement du camp socialiste depuis 1990, peut-être même depuis un peu plus longtemps. Pour les Russes, en tout cas, ça remonte au pire moment de la guerre froide. Ce sont des très grandes manœuvres qui sont dans le sud Méditerranée et qui mettent... là-dedans, il y a des soldats américains, des soldats espagnols, italiens, portugais, français. Français, malheureusement, qui sont dans ces manœuvres, qui sont quand même... qui mettent en jeu du matériel très sophistiqué, aussi bien aérien, naval, des missiles, etc. Alors que la situation est quand même extrême au Moyen-Orient, alors qu'il y a des avions qui se sont frôlés, semble-t-il, entre la chasse russe et puis la chasse d'un certain nombre de pays de l'OTAN, alors que ces bombardements des prétendus soldats de l'État islamique sont actuellement menés par les Russes, alors qu'il y a le conflit en Ukraine, faire des grandes manœuvres de cette nature, c'est un petit peu, je sais pas, c'est comme aller se balader avec une bougie dans un dépôt d'hydrocarbures. C'était vraiment pas le moment. Ça se veut probablement une manœuvre d'intimidation à l'égard de la Russie. La Russie, d'ailleurs, l'a perçue comme telle, sauf que la Russie, et ça, encore une fois, on va dire décidément que je soutiens Vladimir Poutine, mais force est de constater qu'à chaque fois, il est du côté du droit. C'est exactement ce que nous voulons faire. Vladimir Poutine, il s'est rappelé qu'il y a un truc qui n'est pas totalement négligeable, qui s'appelle l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, et qu'il y a des accords, notamment l'accord de Vienne de 2011, qui, dans le cadre des mesures inspirant la confiance, tout ça c'est issu de le lointain processus de détente, ça remonte aux accords d'Helsinki, et puis tout ce qui avait suivi et l'OSCE, c'est une organisation qui vise à ce que l'ensemble des pays de l'OTAN et des pays de l'ancien bloc russe, eh bien, aient des procédures qui leur permettent d'éviter de déraper dans l'inconnu. Et parmi les procédures, notamment lorsqu'il y a des grandes manœuvres militaires, eh bien, normalement, il faut avertir les autres États membres. Et les autres États membres ont un droit qui est un droit d'aller sur place, d'aller se faire ouvrir les camps, de dire bonjour, c'est nous, à quoi ça ressemble, etc. et de demander le maximum d'informations. Évidemment, c'est ce que le maître du Kremlin a fait avec beaucoup d'habileté. Il montre encore une fois qu'il est un judoka émérite. Et donc il a dépêché des militaires pour aller voir les camps militaires qui sont de la partie en Italie, en Espagne, se faire ouvrir les dossiers, regarder les bâtiments, etc. Voilà.
Espérons que tout ceci ne va pas dégénérer. Mais si j'en parle, c'est parce que finalement, on en parle quand même pas mal. Notamment en Italie, en Espagne et au Portugal, parce qu'il y a quand même beaucoup de manifestations. Il faut remonter là aussi à longtemps, il faut remonter au moins à 20 ans pour qu'il y ait tant de manifestations en Espagne, en Italie et au Portugal contre justement l'OTAN et la présence de l'OTAN. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à travers le continent européen se développe non seulement une remise en cause qui devient quand même de plus en plus manifeste, en tout cas un rejet de l'Europe, enfin de la prétendue construction européenne, qui est en fait une destruction européenne, et un rejet de cette destruction européenne, un rejet de la Commission de Bruxelles, un rejet de cette dictature qui ne dit pas son nom et que ça se propage dans tous les pays. Mais maintenant, ceci s'accompagne d'une remise en cause et d'un rejet de l'OTAN. Ça tombe bien, c'est exactement les analyses que je fais depuis 8 ans et demi. Donc là, encore une fois, les analyses de l'UPR sont confirmées par les événements. Nous avons raison. De plus en plus de gens s'en rendent compte et de plus en plus de gens commencent à venir sur nos positions à travers toute l'Europe en général, en France en particulier. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Que vous évoque la déclaration de Pierre Moscovici sur la Grèce ? C'est un peu comme Pierre Dac, vous savez. Mais qu'est-ce que vous entendez par là ? Par là, j'entends pas grand-chose, disait-il dans un sketch célèbre de Sir Rabindranath Duval que je conseille à tous les téléspectateurs d'aller visionner. Non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Commissaire européen, M. Moscovici, mais c'est qui, M. Moscovici ? Enfin, tout le monde a oublié qui c'est. C'est un employé de l'oligarchie financière euro-atlantiste. Donc effectivement, il a fait une déclaration qui est passée un peu inaperçue d'ailleurs, parce qu'il a dit « Ouh là 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 là, il va falloir que la Grèce fasse des efforts financiers considérables ». Je ne sais plus combien il manque 6 milliards d'euros, enfin je ne sais plus. À vrai dire, j'ai pas porté très grande attention au montant en question. Enfin, c'est de nouveau la panique à bord. De nouveau, la Grèce est au bord du dépôt de bilan. De nouveau, M. Moscovici, le socialiste, M. Moscovici, le socialiste, s'est fait le porte-parole de Goldman Sachs et de toutes les banques pour aller dire au gouvernement d'ultra-gauche grec il devait pressurer encore davantage les pauvres, leur faire rendre gorge pour payer les banques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y a rien à dire, il y a simplement à constater. Le Sénat vient d'empêcher la ratification de la Charte des langues régionales et minoritaires. Quelle en est votre analyse ? Alors ça c'est autrement plus sérieux que les déclarations du commissaire Moscovici. Non, ça c'est beaucoup plus sérieux. Et pourquoi c'est sérieux ? Parce que je rappelle que c'est l'un des chevaux de bataille de notre mouvement pour les élections régionales. C'est que nous sommes le seul mouvement politique français qui portons le débat politique à son vrai niveau. J'ai vu ces jours-ci à Paris, on commence à voir coller des affiches. Une affiche de Madame Pécresse, qui sort à l'évidence de chez le coiffeur, ça c'est sûr. Elle est très bien coiffée. Elle fait une très belle photo. Mais Madame Pécresse, elle part en guerre contre les bouchons. Les bouchons routiers, pas les bouchons de champagne. Les bouchons routiers. Bon, voilà. Ça, c'est de la haute. On dirait que ça atteint presque le niveau de finesse d'analyse politique de M. Dupont-Aignan, qui a couvert les murs de Paris avec des affiches automobilistes méprisées. Révoltez-vous, rejoignez-nous, votez pour moi. Enfin voilà. Bon, c'est vraiment le degré absolument zéro de la campagne politique. Nous disons que ces élections régionales doivent être le lieu, le moment de parler d'abord et avant toute chose, même si nous avons un programme régional que je présente, qui d'ailleurs est disponible, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, mais nous avons mis en ligne un nouveau site Internet spécifique pour les régionales où vous trouverez justement tous les programmes de toutes nos listes régionales, et vous trouverez notre programme pour les régionales. Donc nous avons, nous aussi, un programme régional, mais la première des choses à faire, c'est comme je disais tout à l'heure, la métaphore du dîner. On va pas commencer par le dessert ou par le café. Nous, on commence par présenter le menu. Et avant de présenter le menu, on commence à parler du cuisinier et de sa réputation. Bon,
Alors là, on n'est pas chez les frères Trois Gros, hein. On n'est pas chez un chef 3 étoiles. La cantine du sieur Hollande, elle n'a pas une seule étoile au Michelin. Elle sent mauvais, d'ailleurs, à mon avis. Si on envoyait les services sanitaires, on découvrirait qu'il y a des rats dans les placards. Pourquoi ça? Mais parce que tout simplement, M. Hollande n'a rien trouvé de mieux que de sortir sa volonté de faire ratifier la Charte des langues régionales et minoritaires. C'est la confirmation exacte de ma conférence qui s'appelle les Eurorégions et que j'ai d'ailleurs mise au goût du jour à l'occasion de ces élections régionales et que je présente un peu partout à travers la région parisienne. Bon, pourquoi est-ce que le sieur Hollande a-t-il sorti d'un chapeau cette ratification de la Charte des langues régionales ou minoritaires? Parce qu'il s'agit en fait de fragmenter, de démembrer la société française, la République française. Ces politiques de grandes régions, les Français n'ont absolument rien demandé. On leur assène d'un seul coup qu'il faut supprimer les départements qui étaient issus de la Révolution française, qui visaient justement à faire éclater les provinces d'Ancien Régime, parce que l'Ancien Régime français était perclus de ces régions, de ces provinces qui avaient chacune leurs lois spécifiques, leurs privilèges, etc. La Révolution, tout le monde a été mis sur un pied d'égalité. On a divisé le territoire de la République en 100 départements. C'est ça qu'il s'agit de faire supprimer. Il s'agit de fusionner les communes. Il s'agit de créer des grandes régions. Des grandes régions pour avoir à peu près la même taille que les États de l'Amérique orientale. C'est-à-dire que le Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace aurait la même taille que la Virginie occidentale, Bourgogne-Franche-Comté la même taille que le Maryland, et puis Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes la même taille que la Caroline du Sud ou que certains Länder allemands. Il s'agit d'avoir la même taille des collectivités locales qu'en Allemagne ou qu'aux États-Unis. Il s'agit en fait de démembrer la France et de ce point de vue-là, favoriser l'enseignement de l'anglo-américain, ce à quoi le gouvernement de M. Ayrault et l'inénarrable Mme Fioraso, vous savez, cette ministre de l'enseignement supérieur qui a été évincée du gouvernement lorsqu'on a découvert qu'elle avait triché sur les diplômes d'enseignement supérieur dont elle s'était prévalue, ce qui était faux. C'est quand même, encore une fois, une chose reluisante de la fine équipe qui est au gouvernement. Et donc, Mme Fioraso nous avait expliqué qu'il fallait absolument que tout le monde apprenne l'anglo-américain. Donc maintenant, vous avez à la Sorbonne, dans les grandes écoles, il y a des cours entiers, des années entières, où tout est en anglo-américain. Donc ça, c'est par le haut. Et par le bas, eh bien, c'est d'essayer de diffuser, de promouvoir les langues régionales ou minoritaires. J'en profite pour dire au passage que beaucoup de Français, ils sont laissés dans l'ignorance complète de cette affaire. Je les renvoie sur ma conférence les Eurorégions, notamment dans la nouvelle version, qu'il va falloir d'ailleurs enregistrer, parce que j'y ai apporté des précisions. Il y a beaucoup de Français qui croient qu'il s'agit vaguement d'enseigner le breton, qui est une langue récente, une langue du début du XXe siècle. Le breton, c'est une langue auparavant, il y avait des dialectes diversifiés en Bretagne. Il y a également, comment dirais-je, le corse ou le basque. Mais c'est pas ça. La Charte des langues régionales et minoritaires, c'est pas uniquement ça. Il s'agirait de promouvoir sur le territoire de la République, à l'intérieur de la seule métropole, 25 langues. Je dis bien 25. Ça comporte notamment le bourguignon morvandiau, le poitevin saintongeais, le flamand occidental, le gallo, etc., etc. Enfin, je vous renvoie à cette liste établie par la commission Jospin, établie par M. Jospin en 1999. Donc en fait, il s'agit de créer totalement artificiellement, encore les Français ne demandent absolument pas ça, les Français ils voudraient avoir de l'emploi, ils voudraient tout simplement avoir de l'emploi, des libertés publiques, et puis ils voudraient que la France tienne son rang. Ils n'ont pas envie d'apprendre le bourguignon morvandiau, les Français. Voilà. Au passage, on apprend actuellement il y a plus de jeunes Français qui apprennent le breton qu'apprennent le chinois. Or, la Chine est d'ores et déjà devenue la première puissance mondiale, et seuls ceux qui n'y sont pas allés imaginent que les Chinois parlent l'anglais. C'est pas vrai. Donc, au lieu d'être à la hauteur des événements du XXIe siècle, on se renferme sur ces histoires. Mais pourquoi? Parce qu'il s'agit de morceler la patrie. Il s'agit qu'à terme, il n'y ait plus de France. Voilà. Alors, nous sommes le seul mouvement politique à attirer l'attention des Français là-dessus. Nous l'avons d'ailleurs écrit dans la profession de foi que vous recevrez dans quelques semaines. Nous avons une profession de foi où, évidemment, on est contraint, c'est un recto verso, mais nous avons précisé cet aspect des choses parce que c'est la loi du silence.
du Front National jusqu'à l'extrême gauche en passant par l'RPEStre, c'est la loi du silence. Personne ne parle de ça et tout le monde traite de sujets des vétilles. Hein, voilà. C'est un petit peu comme si il y avait eu des élections régionales en 1943 et puis qu'il y avait eu et qu'on avait demandé à la France libre d'y participer. Est-ce que vous croyez vraiment que Charles de Gaulle aurait dit ben voilà notre programme pour les régions, pour la partie France libre, pour la partie de l'État français en dessous de la ligne de démarcation, eh bien, il faudrait que ça soit en 42, début 42. Eh bien, notre programme, ça va être de moderniser les collèges. Non, voilà. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est un problème géostratégique de très grande importance. Excusez-moi de le signaler, c'est la survie même de la France qui est en jeu. C'est pas François Asselineau qui dit ça. C'est une décision du Conseil constitutionnel de juin 1999 qui l'avait dit, qui avait d'ailleurs jugé inconstitutionnelle la ratification de cette charte, en invoquant notamment l'article 2 de la Constitution qui pose que la langue de la République est le français. Alors, comme je l'explique, Nicolas Sarkozy, le même que celui qui est allé voir Vladimir Poutine, là, Nicolas Sarkozy, dans le dos des Français, a fait modifier un article de la Constitution en ajoutant l'idée que les langues régionales font partie du patrimoine de la France. De telle sorte que désormais, l'inconstitutionnalité de cette charte est moins évidente qu'elle ne l'était en 1999. Et c'est là-dessus que M. Hollande s'est jeté comme la misère sur le bas clergé en se disant voilà enfin un sujet bien polémique que je vais pouvoir mettre en avant et puis en même temps, si possible, si j'arrive à faire avancer d'un cran ou de 2 ou 3 crans la désintégration de la France telle que finalement on m'a chargé de le faire, ben allons-y. Voilà en gros ce qui s'est passé. Et ben, ce qui s'est passé aussi, et c'est la question que vous me posez, c'est qu'au Sénat, où il y a une majorité de sénateurs de droite, et où il y a sans doute, les sénateurs sont des gens en général plus âgés, qui ont un petit peu le recul du temps, l'expérience, une surreprésentation également de la France rurale, eh bien, un certain nombre de sénateurs, qui se rappellent probablement les débats qu'il y a eu en 1999, sont quand même des gens de bon sens. Ils se sont rendus compte que avoir une charte qui force à enseigner, promouvoir, diffuser, mettre tout bilingue des langues comme comme les 25 langues, et j'ai oublié de parler des 53 langues dans la France d'outre-mer, et les 25 langues dans la France métropolitaine, tout ceci, d'une part, n'était pas sérieux, tout ceci était extrêmement dangereux, y compris d'ailleurs pour la paix civile. Donc, ils ont arrêté le projet pour l'instant, en soulevant une question préalable. Mais ce qui est quand même très inquiétant, c'est que cette question préalable, c'est pas une question. Le débat n'a pas été tranché sur le fond. Ils ont utilisé une procédure de forme pour arrêter le débat, parce que M. Hollande avait bien à l'esprit l'idée de convoquer ensuite, de faire une réforme de la Constitution ou de faire ratifier la charte au forceps dans le courant de l'année 2016 et de le promettre pendant la campagne pour les régionales. Donc pour nous, ça n'est absolument pas une raison pour baisser les bras et pour ne plus parler de cette affaire. C'est au contraire le moment d'expliquer aux Français ce qui se trame. Ce qui se trame, c'est que nous avons une classe dirigeante, les Républicains, le Parti socialiste, qui sont tombés d'accord pour détruire et disloquer la République française de façon subreptice, comme des tranches de salami, tranche par tranche. Ça s'étale sur un certain nombre d'années, mais sans jamais expliquer aux Français quel est l'objectif final poursuivi. Seul l'UPR vous l'explique. Et nous avons d'ailleurs les exemples de la Catalogne, de l'Écosse ou de la Flandre pour montrer que ce n'est pas des vaticinations de notre part, c'est bien l'objectif recherché.